Alors, nous allons voir maintenant la réaction d'hydratation. Hydratation. L'hydratation est une réaction d'addition. Réaction d'addition qui consiste à ajouter une molécule d'eau, ajouter une molécule d'eau sur une molécule insaturée. Une molécule insaturée. Réaction d'addition qui consiste à ajouter une molécule d'eau sur une molécule insaturée. Ça, c'est hydratation. Hydratation. Directement, on passe à un exemple. Alors, si je prends ceci, plus l'eau. La plupart des tests se fait en présence d'une acide sulfurique. On ne sait pas trop, à 250 degrés Celsius. À 250 degrés Celsius. Non. 400. 1400. 250. Bon. Hydratation de ce composé. C'est qu'on a fait ici par quoi? À l'éthylène. Et rappelez-vous, l'hydrogène, c'est un composé comment? Hydrogène. Le H superflu, la molécule eau, est un composé hydrogène. C'est un composé hydrogène. Alors, quand c'est un composé hydrogène, on doit commencer déjà à penser à la règle de Markovnikov. Mais avant de penser à la règle de Markovnikov, on doit étudier, n'est-ce pas, la symétrie du composé de la molécule insaturée. Comme je vous ai appris, je viens au niveau de la double liaison. Je trace un truc comme ça. Alors, je regarde part et d'autre. Il y a 8 liaisons. Si c'est la J chaude, la molécule est symétrique. Si il n'y a pas la molécule est symétrique. Alors, est-ce que je regarde? Ceci et ceci, c'est la même chose. Donc, de part et d'autre, la deux, il reste la même chose. Donc, c'est une molécule symétrique. Comme c'est une molécule symétrique, pas de Markovnikov. On ne fait pas de Markovnikov ici. Alors, la molécule d'eau vient. La molécule d'eau vient dans le milieu. Avant de se fixer, il se décompose. Il se décompose comment? Il décompose comme ça. Là, on a la molécule d'eau se décompose en H et en OH. En H et en OH. Comme la molécule est symétrique, on ne va pas prendre, on ne va pas considérer la règle de Markovnikov parce que la molécule insaturée est symétrique. Alors, je vais fixer ma molécule, je vais fixer mon atome hydrogène où je veux. Que ça soit sur le carbone, que ça soit sur le carbone, peu importe, parce que la molécule est symétrique. Alors, je tiens ici, CH3. Donc, quand je prends l'hydrogène, si je fixe ici, ça me donne CH3. La liaison qui part. La liaison qui part. Et j'obtiens ceci. La liaison qui part. Et j'obtiens ici. Donc j'ai fixé ici une molécule, un atome d'hydrogène. J'ai fixé ici la molécule de OH. Voilà l'hydratation. Compte suivant. Je l'écrase, ça veut dire que je suis en train de boire de l'eau. Donc je donne de l'eau à la molécule. Donc, je gratte la molécule va absorber l'eau. C'est une réaction d'addition. Et quand la molécule est symétrique, on ne prend pas P.
la règle de ma propre école parce que la molécule est symétrique. Alors, quand la molécule va venir ici, il va d'abord se décomposer. Il va se décomposer en H et en OH dans le bioréactionnaire. Et comme la molécule est symétrique, on n'était pas à peine, on s'en fout du macron du corps. L'hydrogène se fixe où il veut. S'il veut se fixe ici ou se fixe ici, c'est la même chose. Alors, si l'hydrogène décide de se fixer ici, alors lui, il va se fixer ici. Si l'hydrogène décide de se fixer ici, alors lui, il va se fixer ici. Et on obtient ce compose. Mais si on utilise une molécule dissymétrique, utilisons une molécule dissymétrique, c'est-à-dire distance on a là l'hydratation, là pour le kit, donc c'est déjà composé d'hydrogéné directement. Je pense que c'est déjà la règle de Markov-Nikon. Mais avant de penser à la règle de Markov-Nikon, je vérifie la symétrie de mon composé. Comment je fais? Je transimpose. Je regarde le span hydropique. Pas la même chose. Il n'y a pas symétrie, il y a dissymétrie. Alors on fait appel à la règle de Markov-Nikon. Alors, un molécule de siège, place pour le année, il se décompose. Il se décompose en HOH. Il se décompose en HOH. Alors, qu'est-ce que Markov-Nikon dit? L'hydrogène, les amis, l'hydrogène, il se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné de la liaison. L'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison et la molécule OH va se fixer sur le carbone le moins hydrogéné et la liaison pi par. On le tient. Voyez composé majoritaire. Le composé majoritaire. Étant composé minoritaire, il fait le contraire du Markov-Nikon. Il est anti-Markov-Nikon. C'est-à-dire, il fait le contraire. C'est-à-dire, l'hydrogène va plutôt se diriger vers le carbone le moins hydrogéné. On est ici. Et le OH va être fixé sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, on obtient le composé minoritaire, celui qui est anti-Markov-Nikon. Dans le composé majoritaire, le composé qui respecte la règle de Markov-Nikon, que le composé minoritaire est le composé qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikon. Alors, lorsqu'on fait appel à la règle de Markov-Nikon, rassurez-vous que la molécule est insaturée, qui est dissymétrique et que ça s'additionne avec un composé hydrogène. Et lorsque j'applique Markov-Nikon sur la molécule insaturée dissymétrique, et sur la molécule insaturée et dissymétrique, il va se former quoi? Deux composés. L'un qui respecte la règle de Markov-Nikon et l'autre qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikon. Les amis, lisez bien beaucoup. Lisez bien beaucoup, correctement beaucoup. Correctement beaucoup. Et apprenez à manipuler les équations chimiques qui sont dans vos cahiers. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez rien écrire dans les exercices. Vous n'allez rien écrire du tout. Ici, rien écrire du tout. Si déjà tu ne sais même pas ce que c'est l'hydratation, et qu'on te dit dans un exercice que l'hydratation du propane, et tu ne connais même pas ce que c'est l'hydratation, laisse l'exercice, va faire l'autre exercice. Parce que si tu ne connais même pas ce que c'est l'hydratation, tu ne vas même pas commencer à démarrer. C'est ça que je vous demande de lire vos cours. Si tu lis ton cours, tu vas savoir que l'hydratation, c'est une réaction d'addition pour laquelle on ajoute sur une molécule insaturée une molécule d'eau. Mais si tu ne connais pas, tu ne vas rien écrire. Tu ne vas rien écrire du tout.
Mais si tu connais au moins la définition, apprends maintenant à manipuler ces réactions chimiques d'hydratation. Prends toi-même des exemples. Tu prends une molécule insaturée dissymétrique avec la molécule d'eau. Selon ce que le cours montre, tu peux facilement écrire sur ton. Tu peux facilement exercer sur ta feuille, sur une feuille. Donc c'est un peu ça les mêmes. Disais mon cours d'eau. Donc c'est ça en fait, voilà l'hydratation. C'est simple. Mais quand on parlait de l'hydratation des alcynes, l'hydratation des alcynes, c'est deux mondes différents. Hein. Je vais vous donner une méthode que vous devez appliquer en vrai pour facilement faire l'hydratation des alcynes sans réfléchir que Macron Nico est monté, Macron n'est pas descendu. Parce que si vous voulez appliquer Macron Nico sur les alcynes, ça va beaucoup vous embrouiller. Ça va beaucoup vous embrouiller. Mais on peut aussi appliquer Macron Nico. Mais ça va beaucoup vous déranger. Parce que quand on parle de alcyne, quand on prend un alcyne, n'est-ce pas, et on applique Macron Nico, il y a un composé intermédiaire qui se forme. Le composé là est stable, c'est un lénol avant d'aboutir soit à l'acétone, soit à l'ADI. Je vais vous donner une méthode facile pour bien faire l'hydratation des acides. Regardez, je crois ce composé. Ensuite, je prends ce ox. C'est quoi l'hydratation des axes? Hydratation des axes. Lorsque nous observons ces deux axes, il y a une différence entre eux. Qu'est-ce qu'on remarque? La triple liaison-ci est en bouche. La triple liaison-ci est en début de chaîne. Et un peu de temps sur lequel on y est. La triple liaison ici est en deux de chaîne, n'est-ce pas? Et la triple liaison ici est en milieu de chaîne. Lorsque pour l'hydratation des alcynes, lorsque la triple liaison est en deux de chaîne, l'hydratation favorise à la formation d'un aldéhyde. Alors que lorsqu'on a fait à l'hydratation d'un acide et que la triple liaison est en milieu de chaîne, l'hydratation favorise plutôt à la formation d'un cétone. C'est comme ça. Pourquoi? Je m'explique pourquoi. Je m'explique. On va voir ça sur on va voir ça la prochaine fois sur. On va voir ça la prochaine fois. À la prochaine leçon, on va parler des composés oxygénés. Les amis, regardez. Voici la formule générale. Formule générale des aldéhydes. Formule générale des cétones. On va passer à la prochaine fois. Je vais encore vous reparler de ça. L'autre, la prochaine émission, ça veut dire les composés oxygénés. Voici la formule générale des aldéhydes. Voici la formule générale des cétones. Formule générale des aldéhydes, formule générale des cétones. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La fonction chimique des aldéhydes, c'est une fonction chimique dans les aldéhydes qui se forme en double chaîne. La fonction chimique des aldéhydes est une fonction chimique qui se forme
en bout de chaîne. Elle est toujours en bout de chaîne. La fonction chimique des aldéhydes est toujours en bout de chaîne. Elle est toujours en bout de chaîne. Alors que la fonction chimique des cétones, c'est une fonction chimique qui se trouve toujours en milieu de chaîne. Elle se forme toujours en milieu de chaîne. Vous n'allez jamais voir, que vous n'allez jamais voir la fonction chimique du cétone en bout de chaîne. La fonction chimique du cétone est en milieu de chaîne, alors que la fonction chimique d'un aldéhyde est en bout de chaîne. C'est pourquoi, lorsque j'effectue une hydratation d'un alcine et que je remarque que la triple liaison est en bout de chaîne, alors elle va favoriser la formation d'un aldéhyde. Parce que la fonction chimique des aldéhydes, c'est une fonction chimique qui se forme toujours en bout de chaîne. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris mon CH3. Ensuite, j'écris mon carbone C. Je respecte sa tétravalent et j'ajoute 3. Et j'ajoute juste quoi? La fonction chimique de l'aldéhyde. C'est-à-dire, mon acide compte 3 atomes de carbone. J'écris mon premier atome de carbone. Bon, il compte 3 atomes de carbone. Et je sais déjà que quoi? Mon aldéhyde, sa fonction chimique se forme en bout de chaîne. Ça veut dire quoi? Mon dernier carbone sur mon alcine, n'est-ce pas, doit porter quoi? La fonction chimique de l'aldéhyde. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris mon premier carbone, j'écris mon second carbone en respectant le tétravalent. Alors, le dernier carbone, tel que j'appelle, je place la fonction chimique de l'aldéhyde. Alors ici, ma triple liaison est en milieu de chaîne. Comme ma triple liaison est en milieu de chaîne, son dégradation va favoriser à quoi? À la formation de l'acétone. Parce que la fonction chimique de l'acétone est une fonction chimique qui se forme toujours en milieu de chaîne. Alors qu'est-ce que je fais? Elle est consultée le combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. J'écris mon premier atome de carbone. Pour que ma fonction chimique cétone se trouve en milieu de chaîne, je dois choisir entre ces deux carbones, celui qui va porter la fonction chimique du carbone. Je choisis ce que je veux, celui que je veux. Alors, ça serait comme ceci. Donc, j'ai choisi que le carbone va porter la fonction chimique de l'acétone. Il reste 2. J'ai écrit comme ceci. C'est tout. Je dis ceci, lorsque vous effectuez l'hydratation d'un acide, regardez la position de la triple liaison. Si la triple liaison est en bout de chaîne, elle favorise la formation de l'aldéhyde. Si la triple liaison est en milieu de chaîne, elle favorise la formation du cétone. Lorsque la triple liaison est en bout de chaîne, elle favorise la formation de l'aldéhyde parce que la fonction aldéhyde est une fonction qui se forme en bout de chaîne. Lorsque la triple liaison est en milieu de chaîne, elle favorise la formation du cétone parce que la fonction chimique du cétone se forme toujours en milieu de chaîne. Vous n'allez jamais voir la fonction cétone en bout de chaîne, comme celui de l'aldéhyde. Alors, lorsque je vois mon alcène comme il est placé là, je constate que sa triple liaison est en bout de chaîne. Alors, je ne réfléchis pas à l'hydratation directement à aldéhyde. Il ne réfléchit pas, c'est aldéhyde. Qu'est-ce que je fais? Ma chaîne alcine a combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3 atomes de carbone. Je sais que quoi? Mon aldéhyde, sa fonction chimique va se former à la fin, c'est-à-dire en bout de chaîne. Ça veut dire que mon dernier atome de carbone, je le réserve. Je réserve mon dernier atome de carbone, n'est-ce pas, pour placer la fonction chimique de l'aldéhyde. Et les autres carbones qui sont derrière le carbone foncé de l'aldéhyde, je répète juste quoi? Des petites travalences. Alors ici, lorsque j'ai mon acide là, et je vois ma triple liaison en milieu de chaîne, vous ne réfléchissez pas, l'hydratation va conduire à l'acétone. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que quoi? Si je veux placer la fonction chimique de l'acétone, je vais le placer au niveau des carbones qui sont en milieu de chaîne. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris le premier carbone. Ensuite, je tombe dessus. 2 atomes de carbone qui sont en milieu de chaîne. Je choisis entre ces 2 carbones, celui qui va porter la fonction chimique de l'acétone. Je peux choisir ça comme je peux choisir ça, ça dépend de moi. Alors moi, j'ai choisi ce carbone. Après avoir pris ce carbone, j'ai pris ce carbone, je lui fais porter, n'est-ce pas, la fonction chimique de l'acétone. Et le reste des 2 autres carbones, c'est-à-dire les 2 carbones ici, je respecte la
mec qui travaille là, et c'est elle. C'est un peu ça. Après, le Seigneur, la Seigneur nous explique ça en place. Il ne donne pas réellement ce qui se passe dans les multiplications, parce que vraiment, sans moment dit, ce n'est pas votre niveau. D'autres enseignants le font, mais ils n'entrent pas trop en profondeur. Parce que normalement, pour quitter d'ici à ici, il existe un composé, nous l'appelons pour un composé intermédiaire, ce sont les énodes. Avant d'arriver à celui-ci, ce sont des composés instables. Ce n'est pas votre niveau. Nous allons continuer avec une autre réaction d'addition. On va continuer avec une autre réaction d'addition. On va parler de la dihalogénation. La dihalogénation. La dihalogénation. La dihalogénation. Dihalogénation. La dihalogénation. La dihalogénation. Là, la dihalogénation, n'est-ce pas? On a la chloruration et la bromuration. Dans la dihalogénation, on a la chloruration et la bromuration. Je n'ai pas dit la chloration. Il n'est pas dit la bromation, il dit la chloruration et la bromuration. Ce sont des réactions d'addition. Pas des réactions d'addition. Alors, on va commencer avec la chloruration. La chloruration, c'est quoi? La chloruration, c'est quoi? Je prends directement avec un exemple. On va considérer l'éthylène. On va considérer l'éthylène. Plus le Cl2. Donc, on parle de chloruration, c'est comme addition avec addition d'une molécule insaturée avec le Cl2. Alors que la bromuration, c'est addition d'une molécule insaturée avec le Br2. La chloruration est différente de la chloration. La chloruration qui est différente de la chloration. Et la bromuration qui est différente de la bromation. Donc la chloruration, addition d'une molécule insaturée. Addition d'une molécule insaturée avec quoi? Avec le Cl2. Alors que la bromuration, c'est l'addition d'une molécule insaturée avec le Br2. Alors on va commencer avec la chloruration. Et directement, on va illustrer ça avec l'éthylène. Donc on va effectuer quoi? La chloruration de l'éthylène. Elle se fait à l'obscurité. Elle se fait à l'obscurité. C'est une réaction chimique, ça dit la chloruration, c'est une réaction chimique qui se fait à l'obscurité. Vous allez remarquer quoi? On a de la chloration, c'est une réaction de substitution. On observe chez les ACA. Et elle se fait en présence de la lumière. Alors que lorsqu'on parle de la chloruration, c'est une réaction d'addition qu'on observe chez les acènes et chez les alcynes, donc c'est-à-dire chez les molécules insaturées. Elle se fait à l'obscurité. À l'obscurité.
elle est simple. Ça veut dire quoi? La molécule de Cl2 va venir faire quoi? S'ajouter sur la molécule insaturée d'éthylène, comme ceci. Elle va s'ajouter. Et quand elle va s'ajouter, elle ne remplit pas. Elle dit Cl2, Cl2, Cl. Et tout. Et tout. Si je faisais la chlorylation de l'acide plus le Cl2, je dois apporter une grande quantité de Cl2. Je dois apporter une grande quantité de Cl2. Parce que cette grande quantité de Cl2 va être suffisante et que les deux liaisons ne puissent pas. C'est-à-dire, dans un premier cas, on obtient ceci. Et dans un second temps, on obtient ceci. C'est-à-dire, par exemple, du Cl2, on obtient ici. Qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, le ACl se fixe ici et une liaison bivare. Combien elle fait ici? Dans un second temps, ICM se fixe et on obtient ceci. CH, Cl2, CH, Cl2. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais la plupart des temps, on ne va pas trop parler de la coloration de la scène. Alors, il m'en bien vous cuire ce qui. Parce que pendant vous voyez la coloration de l'éthylène, ou bien des alcènes. On ne parle pas trop de la coloration des méthancides. La coloration des alcènes, elle se fait à l'obscurité. Elle se fait à l'obscurité. Voilà un peu ça. Maintenant, on va parler de la bromation. La bromuration me prend. Et nous allons maintenant parler de la bromufiltration. J'aimerais vous préciser d'abord quelque chose de très important. La bromation n'est pas. La bromation, entre parenthèses, elle est utilisée. Elle est utilisée dans les laboratoires. Elle est utilisée dans les laboratoires. La bromation, n'est-ce pas? Elle est utilisée dans les laboratoires comme test d'identification. De la double liaison. De la double liaison dans du molécule. Dans les amis, la bromation est utilisée dans les laboratoires comme test d'identification, comme test d'identification de la double liaison dans une molécule. Donc, la première essence n'est pas les alcènes dans une solution de diaphragme décolore celle-ci. La présence, en présence des alcènes, une solution de dibrome se décolore. C'est en présence des acètes, une solution de dibrome se décolore. Ça veut dire que la bromuration, naturellement, est utilisée dans les laboratoires comme des identificateurs de la nourriture dans une
molécule. Parce que la double liaison en présence d'une solution de dibrome, enfin, le dibrome en présence de la double liaison se décolore. Une solution de dibrome en présence de la double liaison se décolore. La double liaison décolore les solutions de dibrome. Donc, la bromuration est utilisée dans le laboratoire comme un test d'identification de la double liaison là, des molécules dans les molécules. Si on veut prendre un exemple, je prends un arsène, plus quoi? Plus de dibrome, en présence du tétrachlorométhane. Je prends l'arsène là, en présence du dibrome. Comme catalyseur, on utilise pour le tétrachlorométhane, on obtient quoi? C'est une réaction d'addition. On obtient ceci. On obtient ceci. C'est la même chose avec la pulvérisation. Je prends peut-être l'exemple avec ceci en présence du dibrome. Après, je prends ceci, je vais réagir avec le dibrome en se faisant sur du tétrachlorométhane. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Il vient se fixer là, et la liaison plie pas. La liaison plie se casse. On obtient ceci. Voilà ce qu'on obtient. La liaison plie pas. On a déjà dit pour la collaboration, n'est-ce pas? La configuration, n'est-ce pas, est utilisée au laboratoire comme test d'identification de la dihydrométhane molécule parce que la liaison décolore les solutions de dibrome. Au départ, qui était orange, en présence de la double liaison, quand c'est décoloré, ne sera plus orange. Alors, c'est un peu ça. Ok. Nous allons passer à une autre réaction d'addition. La dernière. Polymérisation. Addition. Addition des U sur les autres des molécules insaturées, entre parenthèses monomère, addition des U sur les autres des molécules insaturées, entre parenthèses monomère, identiques ou non, identiques ou non, pour former une plus grosse molécule appelée polymère. Pour former une plus grosse molécule appelée polymère. Voilà. Donc, addition des unes sur les autres, addition des unes sur les autres des molécules insaturées appelées monomères. Donc, c'est l'addition des unes sur les autres molécules insaturées appelées monomères, identiques ou non, pour former une plus grosse molécule appelée polymère. Ça, on appelle la polymérisation. Donc, je prends une molécule, je prends une molécule, j'effectue son addition j'effectue l'addition de cette molécule plusieurs fois avec la même molécule pour obtenir une plus grosse molécule que j'appelle polymère. Donc, addition
des U sur les autres des molécules insaturées, entre parenthèses monomères, identiques ou non, pour former une plus grosse molécule appelée monomère. On va très vite illustrer ça. Exemple, 2 points, fabrication du polyéthylène. Fabrication du polyéthylène. Alors, qu'est-ce que je fais? Fabrication du polyéthylène en abréviation, c'est PE. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'éthylène. Vous savez que l'éthylène, je le prends à la base. J'écris L ici. On a dit addition des unes sur les autres des molécules insaturées. L'éthylène, c'est une molécule insaturée. Identique ou non. Ça veut dire quoi? Je prends l'éthylène. Je l'additionne avec lui-même n fois. Je prends l'éthylène parce qu'on a dit addition des unes sur les autres. Addition des unes sur les autres. Des molécules insaturées, en tout cas en parenthèses monomères, identiques ou non. Donc je vais prendre 2 molécules différentes, n'est-ce pas? J'effectue l'addition. Comme je peux prendre une molécule et encore une même autre molécule, je fais l'addition. Comme ici, ça c'est l'addition d'une molécule insaturée identique. Parce que je prends quoi? Je prends l'éthylène qui est une molécule insaturée et je l'additionne combien de fois? N fois. J'additionne quoi? L'éthylène N fois. Pour donner quoi? Une plus grosse molécule ou encore une macromolécule appelée polymère. Comment? J'ai pris comme ceci. Et là on obtient le PE. C'est-à-dire le polyéthylène. On a dit addition des unes sur les autres. Addition des unes sur les autres. Des molécules insaturées appelées monomères, identiques ou non, pour former des plus grosses molécules appelées monomères. Donc je prends comme exemple l'éthylène, qui est une molécule insaturée, et je l'additionne avec lui-même une N fois. Donc j'additionne l'éthylène avec lui-même, n'est-ce pas? On effectue une réaction d'addition avec l'éthylène avec lui-même N fois. Et on obtient ici, je réécris CH2 liaison CH2. Vous voyez la liaison pi est partie après la réaction d'addition. La liaison pi est brisée. Et je mets 2 liaisons comme ça de part et d'autre pour dire que quoi? Ce composé se répète ici, il se répète ici. Ce composé se répète de part et d'autre, n'est-ce pas? N fois, on obtient le polyéthylène. Donc ça c'est quoi? La macromolécule, c'est-à-dire le polymère, polyéthylène. Ok. Comme vous voyez, là on a le monomère et ici on a le polymère. Et là on a quoi? L'indice de polymérisation. On a pris le propène qui est une molécule insaturée. On a additionné avec lui-même L fois lors d'une polymérisation avec les molécules identiques pour délivrer une macromolécule appelée polymère, c'est-à-dire c'est le polypropène. Donc, impliquant. On peut aussi illustrer la polymérisation avec un autre composé, avec le styrène. On peut utiliser le styrène. On peut utiliser le styrène. Choisis ceci. Le styrène. Le styrène. Alors, sa réaction de polymérisation est très simple. J'écris le styrène, je mets entre parenthèses, je mets N ici. Le L ici représente le nombre de fois que le styrène s'additionne avec lui-même. J'obtiens ceci. J'écris le même composé.
J'écris le même composé, mais la seule différence est que j'écris le même composé. La seule différence, c'est que celui qui est ici, j'en ai la maison pique. Parce que sur ma réaction d'addition, la liaison pique part. J'ajoute les liaisons de part et d'autre. Et je mets N ici, j'obtiens quoi? Le PC, le polystyrène, et PS, polystyrène. Bon, en ajoutant le liaison, nous sommes en train de dire que de part et d'autre de cette liaison, on a ce composé qui se répète en tout L de fois. M est au point pour l'indice de polymérisation. Donc ça, c'est le polystyrène. On va parler d'un dernier truc. Polychlorure de vinyle. Ok, maintenant, nous allons passer avec la fabrication d'un exemple d'un autre polymère, le polychlorure de vinyle, encore noté PCV. Polychlorure de vinyle, encore noté PCV. Alors, avant de fabriquer le polychlorure de vinyle, il nous faut d'abord le chlorure de vinyle. Avant de fabriquer le polychlorure de vinyle, il nous faut d'abord fabriquer le chlorure de vinyle. Comment faire pour obtenir le chlorure de vinyle? Chlorure de vinyle. Comment faire pour obtenir le chlorure de vinyle? On obtient le chlorure. On obtient c'est le chlorure. On obtient il y a deux causes. On obtient le chlorure de vinyle. On obtient le chlorure de vinyle par halogénation de l'acétylène. On obtient le chlorure de vinyle parce que nous voulons effectuer la polymérisation. Nous voulons fabriquer le polychlorure de vinyle. Mais avant la fabrication du polychlorure de vinyle, il nous faut d'abord le chlorure de vinyle. Maintenant, comment fabriquer comment fabriquer le chlorure de vinyle? Je me répète. Nous voulons fabriquer le polychlorure de vinyle. Mais avant de fabriquer le polychlorure de vinyle, nous devons d'abord fabriquer le chlorure de vinyle. Alors on se pose la question, comment fabriquer le chlorure de vinyle? On obtient le chlorure de vinyle par halogénation de l'acétylène. Halogénation, n'est-ce pas? En utilisant quel hydrohalogène? Parce qu'il y a halogène, halogénation. Deux points. Halogénation, n'est-ce pas? C'est l'addition de la molécule, d'une molécule insaturée avec soit avec le HCl ou le HDR. Donc, soit avec le HCl ou encore le HDR. Alors, pour ce cas, si nous voulons obtenir le chlorure de vinyle, on doit faire l'addition de l'acétylène avec le chlorure d'hydrogène. Donc, je prends l'acétylène là. Plus quoi, le HCl. Et quand je vais utiliser le HCl, je n'ai pas besoin d'une grande quantité. Donc, je n'ai pas besoin d'une grande quantité de HCl. J'ai juste besoin d'une quantité de HCl qui va me permettre de briser une seule liaison bi. Alors attention, ici, il ne faut pas utiliser un excès de HCl. Il ne faut pas utiliser un excès de HCl. Donc, il faut apporter un HCl qui va juste nous permettre de briser une seule liaison pi. Donc, pour obtenir le chlorure de vinyle,
on procède par quoi? Par halogénation de l'acétylène. Maintenant, l'halogénation, n'est-ce pas, peut se faire avec le HCl, le HBr et bien d'autres. Mais pour l'obtention du chlorure de vénile, on va faire l'halogénation de l'acétylène. Et on va utiliser quoi? Le HCl. Et vous dites qu'on ne doit pas apporter une quantité en excès de HCl. Parce qu'on a juste besoin de libérer qu'une seule liaison bi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le HCl va se placer comme ici. Et comme on a souvent dit, pensons qu'il fallait rapidement, ou doucement, doucement. Le HCl, c'est un composé comment? Hydrogéné. C'est un composé comment? Hydrogéné. Alors, il faut passer à ma corps de corps. Mais avant de penser à ma corps de corps, je dois d'abord étudier la symétrie de ma molécule. Alors, qu'est-ce que je fais? Je coupe ma molécule comme ceci. Qu'est-ce que je me marque? Je regarde de part et d'autre de ma molécule. Je remarque que du part et d'autre, c'est la même chose. Donc, c'est quoi? Il existe une symétrie dans cette molécule. Comme il existe une symétrie dans cette molécule, ça veut dire que l'acétylène, mon acétylène que je dis ici est comment? Est symétrique. Alors, pas de macron-nicole. Parce que macron-nicole ne s'applique que sur les molécules dissymétriques. Alors que l'acétylène ici est comment? Symétrique. Regardez, j'ai poussé au niveau de la triple liaison. Et quand je vois les pas et d'autres, il y a symétrie. Alors, pas de macron-nicole. Comme il n'y a pas de macron-nicole, qu'est-ce que je fais? Je mets mon HCl comme distance aussi. Je fixe mon hydrogène là et je fixe mon HCl. Donc, c'est-à-dire je fixe mon hydrogène où je veux. Pas de macron-nicole parce que mon molécule est symétrique. Alors, je fixe mon hydrogène là et je fixe mon HCl. Comme je veux fixer mon hydrogène là et je fixe mon Cl là, mais mon chlore ici. Parce que ma molécule est symétrique. Et quand la molécule est symétrique, au niveau des carbones qui se partagent la prison unique, il n'y a pas de carbone qui s'hydrogène. Et on va checker ceci. Voilà ce qu'on obtient. Et ça, on appelle, ça c'est toi, ça c'est le 1 chloroéthène. Le 1 chloroéthène. Ou encore le chlorure de vinyle. Ça, c'est le 1 chloroéthène ou encore le chlorure de vinyle. Maintenant, il est procédé par polymérisation. Polymérisation. Je prends mon chlorure de vinyle. Je prends mon chlorure de vinyle. Je vais l'additionner N fois. Je prends mon chlorure de vinyle que je vais additionner N fois. Je mets ma flèche et je réécris la molécule. Je réécris ma molécule et je brise une liaison sur. Je réécris ma molécule et je brise une liaison ici. Je réécris ma molécule, j'enlève une liaison ici. J'ajoute les liaisons. Je vous ai expliqué, quand j'ajoute des liaisons, c'est pour dire que de part et d'autre, cette longue molécule se repère. Et j'ajoute quoi? Elle fait l'indice de polymérisation. Et donc, il finit mon PCD, qui est quoi? Le polychlorure de vinyle. Polychlorure de vinyle. Ça, c'est le monomère. Monomère. Ici, c'est le polymère. Monomère, polymère et indice de polymérisation. Et on a terminé. On va faire un dernier truc qui est quoi? La préparation de l'acétylène au laboratoire.
la préparation de l'acétylène pour laboratoire. Préparation de l'acétylène pour laboratoire. Préparation de l'acétylène pour laboratoire. Ça n'a pas besoin de trop parler. Je vais écouter l'équation parce qu'on va mieux apprécier cette équation dans les bénéfices. La préparation de l'acétylène au laboratoire. L'équation c'est CaCO2 plus l'eau. Qui donne, voici n'est pas dessous, plus 3, là, plus l'acétylène, plus là, l'acétylène. S'il y a du, c'est qui? Voilà l'équation chez l'équation bilan de la préparation de l'acétylène au laboratoire. Comme vous verrez plus dans les compétences, dans les sites de compétences, il n'y a pas trop de choses à dire ici, mais vous devez en retenir un truc. Bûcher dit quelle formule de la préparation de l'acétylène au laboratoire. Et Bûcher dit aussi le mode opératoire et comment on dessine aussi, comment on dessine, en fait, le mode opératoire, le bûcher qui met à l'évidence, c'est ça, la préparation de l'acétylène au laboratoire. Ça peut être très important. On va mieux apprécier cette équation bilan, la préparation de l'acétylène au laboratoire dans les S. Alors, en nouveau, pour la prochaine leçon, la leçon sera portée sur la leçon 3 qui parle des composés oxygènes.